Salut Mélanie, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Est-ce que Avec tu plaisir. pourrais tout d'abord te présenter, me dire un peu rapidement ton parcours, qu'est-ce que tu proposes, Oui, comment est-ce que tu en es arrivé là finalement? oui, pas de problème. Alors, du coup, moi, je suis Mélanie. Je viens du domaine de l'immobilier, en fait, au tout départ. Donc, du coup, actuellement, je suis formatrice principalement en immobilier, mais j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans à peu près maintenant. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, donc je me suis formée à pas mal d'outils et aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs en fait qui sont bloqués dans leur business, si tu veux, à se réorganiser en fait, à franchir le cap en fait de ce blocage-là en se réorganisant. Tu n'arrives pas à définir ta cible ou à trouver ton offre, à faire ta communication, par exemple, tu vois, ou vraiment à développer ton entreprise une fois que les premières étapes ont été faites. Et du coup, grâce à une certaine organisation, du coup, je les aide à passer à l'étape suivante, finalement. Comment est-ce que tu structures ta journée pour pouvoir aider les gens à mieux s'organiser, à avoir une meilleure Oui. vision de leur business et à débloquer justement ce qui leur pose problème? Alors, du coup, moi, il faut savoir que j'ai 3 enfants. Donc, je ne peux réellement commencer à travailler que quand ils sont à l'école. Donc, à partir de 9 heures, je dirais, entre 8h30 et 9 heures. Et c'est vrai que du coup, la journée est un petit peu différente qu'un entrepreneur, je dirais, qui peut se mettre à travailler dès 8 heures. À 9 heures, en général, je prends une demi-heure à peu près pour ranger mon espace en fait où je travaille, parce que voilà, il peut y avoir le soir qui est passé, le matin, voilà, on passe dans l'endroit et donc du coup voilà, donc j'ai besoin de travailler sur un endroit vraiment propre, la maison propre et tout. Donc je fais ça et après je me mets à bosser. euh, alors, du coup, vu que l'entrepreneuriat est une perpétuelle remise en question, je pense que tu l'auras compris. Souvent, je traite en fait les questions en fait avec lesquelles j'ai été dormir en fait. Souvent, j'aime pas en fait avoir quelque chose dans la tête qui me tracasse et ça m'empêche justement de faire autre chose derrière. Donc, du coup, je traite en fait déjà, je trouve ma solution sur un point X. Donc, ça me peut prendre 1 heure, mais en tout cas, je commence le matin par ça. Et comme ça, je sais qu'après, je vais pouvoir fluidifier en fait euh, mon flot de travail. Euh, et donc, voilà, je fais un focus là-dessus, 1 heure grand max, hein, entre 30 et 1 heure. Et puis après, je regarde ce que j'ai à faire sur mon agenda, euh, si j'ai des rendez-vous ou quoi. Et entre deux rendez-vous, je développe mon business. Voilà. En gros, c'est ce que ça veut dire. Je peux avoir aussi des rendez-vous avec mon réseau, avec des partenaires de mon réseau, mais entre les deux, je bosse dessus pour améliorer tout ce qui est communication, offre. Ok, du coup principalement quand tu travailles sans réunion, on va dire, quand c'est vraiment du Oui, temps libre que tu peux oui, utiliser comme tu veux, oui. c'est quel genre de tâches opérationnelles que tu vas faire? Alors, du coup, je pose, j'écris ce que j'ai à faire, principalement. Et après, en termes de tâches opérationnelles, ça va être tout ce qui est majoritairement ma communication sur Instagram. Donc, je réfléchis en fait au prochain post, sachant que globalement, je fais mes posts sur un mois. J'arrive à batcher mes posts sur un mois sur Instagram. Et puis, je vois où est-ce que je peux être plus visible, donc sur LinkedIn parfois. Mais ma communication prend beaucoup de temps. Donc, souvent, voilà, je vois si mon offre est bien. Donc, c'est-à-dire que si j'ai collecté en fait des mails, par exemple, tu vois, grâce à mon freebie, donc je regarde par rapport à ça aussi le matin, si j'ai des nouveaux contacts. Puis j'avance en fonction des priorités de la journée. Voilà. Tu Voilà. m'as dit tout à l'heure que, et ça m'a marqué, tu passais presque une demi-heure Mm. à rendre ton bureau libre de toute distraction. Oui, oui, En quoi les distractions sont vraiment un point négatif dans ton emploi du temps et comment est-ce que tu définirais vraiment la distraction oui. pour toi? Alors, je pense que les distractions sont d'un point négatif pour moi dans le sens où ça m'empêche en fait de réfléchir vraiment efficacement. Tu sais, on dit souvent on peut faire plusieurs choses à la fois. Oui, on peut faire, mais c'est jamais. Je me rends compte qu'après coup, c'est jamais bien fait. Pour moi, la distraction principale, ça va être le téléphone. Donc, si effectivement je suis sur mon téléphone, parce que, imaginons, j'ai envie de voir quelque chose, euh, un compte Instagram par exemple qui m'inspire et tout ça, parce que je dois faire par exemple un prochain post,
eh ben, je sais que je vais partir dans la distraction et en fait, j'aurais pas été inspirée en fait. Ça m'aura pas servi finalement. Ça m'aura fait penser à autre chose. Pour moi, la distraction, c'est vraiment quelque chose qui fait penser à autre chose que ce que tu dois faire à l'instant T. Si par exemple, je me suis mis une priorité dans la journée et que je fais 1 million de choses à côté de ça et je n'y vais pas, pour moi, c'est des distractions. Tu me disais tout à l'heure qu'il y a des moments où tu as envie d'aller justement voir un compte inspirant, Ouais, de faire finalement une tâche qui va t'emmener vers la distraction. ouais. Mm. Pourquoi ce serait nécessaire de faire cette tâche-là, cette première tâche qui va te faire sortir? Pourquoi tu en as envie? En fait, j'en ai envie parce que j'ai besoin d'inspiration. Par exemple, je suis bloquée en fait dans une idée et je me dis ah ben je vais aller voir ce que font les autres. Et en même temps, pour moi, c'est une façon de ne pas faire la chose et de me dire que les autres sont mieux. Tu vois, en allant voir les autres, finalement, c'est ben, j'ai peur de faire ce que je dois faire parce que je me sens pas capable. Et du coup, ben, je vais plutôt aller voir ce que les autres font. Déjà, d'une, comme ça, je ferai pas ce que j'ai à faire. Et puis de deux, ben, du coup, je pourrais continuer à me comparer. Et puis, tu vois. Et avec le recul, enfin avec l'expérience, je me dis que si j'ai besoin de m'inspirer, il faut absolument que je le fasse sur un quart d'heure, par exemple, tu vois. Il faut que je chronomètre, parce qu'une fois sur le téléphone, enfin, bon, tu sais ce que c'est. Enfin, une fois sur le téléphone, on passe et je n'y mets plus, en fait. Tu me disais, je sais plus quand c'était, puis justement, il y avait une grosse différence entre la distraction Oui, et la pause nécessaire. oui, oui, Comment oui. est-ce que tu définirais déjà une pause nécessaire et comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux? Bah, pour moi, la distraction, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous détourne en fait de ce qu'on doit faire. Et la pause, pour moi, c'est bon, allez, j'ai bien bossé, maintenant je m'accorde une pause, quoi. Tu vois, c'est vraiment parce que j'ai fait quelque chose que j'estime efficace ou productif ou que je devais faire, eh bien, du coup, j'ai bien bossé, je fais une pause. Et comment on fait pour pas culpabiliser quand on prend ce genre de pause, justement? Bah, en se disant qu'on a fait justement ce qu'on devait faire, ou même si on ne l'a pas fait entièrement. C'est marrant cette question-là parce qu'en plus, depuis quelques jours, là, je me suis un peu remise en question, bah, comme d'habitude, mais bon, sur un petit détail, on va dire. C'est le propre de Et l'entrepreneur, ça. voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, je me suis forcée, en fait, à voir tout ce que j'avais fait avant. Et encore plus loin, je me suis forcée à me remettre, en fait, à me reprojeter, en fait, quand j'étais plus jeune. J'avais 10 ans, par exemple, 10, 12 ans. Et je me suis dit, aujourd'hui, maintenant, c'est pas j'en suis pas arrivée forcément là où j'estime encore être réussie. Mais quand j'avais 10, 12 ans, jamais j'aurais pensé être autant sur le devant, pas de la scène, mais tu vois, à communiquer sur les réseaux, à parler. En plus, j'ai quand même une casquette de formatrice, donc du coup, tu vois, je parle à un public, donc et du coup, je me félicite de ça, tu vois. Je me félicite de ça. Voilà. Et je me dis, la pause est méritée. Voilà. Elle est méritée, mais par contre, elle n'est pas infinie. Comme tu l'as dit, tu essaies Ah non, de ouais, la mesurer. Tu la ouais. mesures vraiment précisément ou c'est un peu Non. infini? Alors, je ne la mesure que quand, par exemple, comme aujourd'hui, je savais que j'avais beaucoup de choses à faire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément beaucoup de choses à faire. C'est que ça encombrait ma tête de certaines choses. Et je m'étais dit, ben, ça va me prendre 1 heure, alors qu'en fait, ça m'a pris 10 minutes. Et tu vois, c'est un peu en allant dans l'action finalement qu'on se rend compte que c'était pas si grave que ça. Et donc là, aujourd'hui, je me suis fixé des pauses. Genre, j'ai mis 30 minutes, 40 minutes pour manger. Et là, tu reprends, Mélanie, parce que tu as des choses à faire et c'est important. Et tu vois. Euh, mais en temps normal, je me mets pas forcément de pause dans le sens où si je me décide de mettre un focus, par exemple, tiens, je vais développer mon offre, par exemple, ou l'améliorer, voir comment je peux l'améliorer, je sais que je vais y passer la matinée. Et du coup, j'avise en fonction de là où j'en suis finalement pour faire la pause. Voilà. Après, moi, j'ai une personnalité un peu addictive en fait surtout à tout ce que j'aime. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai une capacité de travail assez importante, donc je peux facilement travailler 3, 4 heures sans pause. Donc, je suis pas forcément une référente. Je m'oblige à en faire quand je sais que bon, que ça va être un peu pénible. Tu vois, les tâches que j'ai envie de faire, que je dois faire, c'est pas forcément fun. Et du coup, pour m'obliger, enfin pas pour m'obliger, mais pour être sûr de les faire en temps et en heure et pas, tu vois, procrastiner à fond et tout ça, je dis, écoute, là, tu fais ça, allez, je fais ça 1 demi-heure et tu t'octroies une petite pause, quoi. Et comme ça, j'avance, tu vois, tranquillement, pas à pas, et finalement, j'arrive à faire ce que j'ai fait, quoi. Toi, tu es Mm. maman de 3 Mm. enfants Ouais. et tu dis, notamment sur les réseaux sociaux,
que la plupart des méthodes d'organisation ne conviennent pas aux mamans solo de 3 enfants. Mm. Qu'est-ce que tu entends par là? Pourquoi est-ce que ces entrepreneurs-là ont besoin d'autre chose par rapport à ceux qui n'ont pas d'enfants? Des fois, je peux entendre des entrepreneuses aussi, particulièrement, qui vont travailler jusqu'à 18, 19 heures, 20 heures et tout ça, parce que en début d'après-midi, elles ont moins travaillé, donc du coup, ça va se reporter, tu vois, sur la fin de soirée. C'est des choses, qui pour moi, dans mon organisation aujourd'hui, c'est impossible. Avec les enfants, tout ça, récupère à l'école, après il y a les devoirs, le manger, tout ça. Et donc, alors c'est bien en tant que parent de se structurer, comme je disais, par exemple comme aujourd'hui où j'avais beaucoup de choses à faire, donc, mais on est quand même très soumis au temps d'école. Donc, du coup, avant, après, et puis c'est sans parler des maladies, les enfants, il faut les récupérer parce qu'ils sont malades et tout. Donc, les méthodes, tu vois, trop rigides finalement. Faut savoir un peu s'en détacher et accepter l'imprévu, quoi. Donc lui, au final, c'est comme si tu signais un CDI avec toi-même quand tu as des enfants. Tu t'es vraiment soumis aux horaires imposés par l'école, au fait que tu peux pas être où tu veux quand tu veux. Mm. Justement, comment est-ce que tu fais quand il y a un imprévu, quand les enfants, par exemple, tu dois aller les chercher, qui sont malades? Comment tu modifies ta journée? Du coup, pour moi, les enfants, ça reste la priorité. Donc, j'ai la chance de faire mon métier de formatrice, mais de façon assez flexible aussi. Donc, finalement, je travaille quand même beaucoup à la maison. Donc, finalement, je laisse ce que j'ai à faire et puis je laisse tomber et puis je vais les chercher. Bon, en général, on revient à la maison. Donc, après, je peux m'y remettre selon l'état de l'enfant, je dirais. Pour moi, le plus dur, c'est pas tant ce qui est fait ou ce qu'il y a à faire. Pour moi, le plus dur, mais encore une fois, c'est avec ma personnalité. Après, peut-être que les autres arriveront mieux à gérer ça. C'est d'accepter de pas avoir terminé ci, de pas avoir été jusqu'au bout, de pas en fait avoir fait ce que j'avais prévu. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est gérer la frustration. En fait, voilà, c'est ça. Après, une fois que c'est passé, après. C'est quoi tes techniques concrètes justement pour gérer cette frustration de ne pas avoir fait ce que tu avais planifié? Je me dis que c'est pas la fin du monde et que demain, ça sera un autre jour. C'est beaucoup l'état d'esprit parce que finalement, personne ne fera à ma place, de toute façon. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas déléguer. Enfin, je suis pas assez, tu vois, le business n'est pas assez gros pour déléguer quoi que ce soit. Et donc, du coup, il faut se faire une raison. Mais après, pas une raison de façon négative. Voilà, on peut toujours travailler. Bon, après, moi, les enfants commencent à être un peu plus grands quand même. J'ai 12 et 10 ans, donc je peux quand même travailler même s'ils sont à la maison. Ce sera moins efficace, mais je peux quand même travailler si j'ai vraiment quelque chose d'urgent, quoi. Tu disais qu'ils ont entre 12 et 10 ans Mm. et que du coup, ils étaient plus ou moins autonomes. Mm. Comment est-ce que tu as fait pour les responsabiliser, pour qu'ils prennent moins de temps, toi qui en as terriblement besoin aujourd'hui Ouais. dans ton métier? C'est tout simplement, c'est montrer l'exemple. Parce que je me suis rendu compte, et je le fais encore, hein, mais de dire ce qu'ils ont à faire, ça ne marche absolument pas. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'on est dans une nouvelle génération. Alors, toi plus et encore plus toi plus que moi et encore plus ceux qui arrivent derrière, où je pense que on traite et vous traiterez les enfants comme des personnes à part entière et pas comme des enfants qui doivent obéir à l'adulte parce que c'est comme ça. Je pense Oui. on arrive dans une génération où l'enfant est entendu comme une personne lambda et qu'on l'autorise en fait à vivre ces choses. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Mais par contre, s'il y a ils n'ont pas beaucoup d'obligations, les miens, mais bon, s'ils doivent faire des choses, il y a une deadline, il y a une heure finale, il faut que ça soit fait. Après, entre-temps, ils font ce qu'ils veulent. Et montrer l'exemple aussi par rapport à mes réactions, par rapport à ma façon de faire, ça marche beaucoup. Pour les responsabiliser, en fait, tout simplement. Tu dis qu'ils doivent faire les choses dans un certain délai imparti. Mm. Qu'est-ce qui se passe s'ils ne le font pas dans le délai imparti? Et bien alors, moi aussi, je prône assez l'apprentissage par l'échec ou l'apprentissage dans la douleur. Et en fait, c'est la conséquence naturelle, en fait. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas prêts, par exemple, tant pis, ils seront en retard à l'école. Bon, moi, je m'en fiche, j'ai fini mon école, donc ils sont en retard. S'ils ne font pas leurs devoirs, c'est pas grave, ils auront du travail supplémentaire donné par la maîtresse ou une punition ou quelque chose. S'ils se couchent plus tard, c'est pas grave, le lendemain, ils seront plus fatigués. Tu vois, j'essaie de leur inculquer en fait les conséquences naturelles et en général, ça marche assez bien. En général. D'accord, donc tu laisses l'autonomie et justement Ouais. le fait qu'après ils vont faire des erreurs
Ouais, leur apprendre d'eux-mêmes plutôt ouais, que d'essayer de leur dire qu'il faut c'est le ça. faire et qu'au Mm, final, quand ils vont le faire, ben, ils le mm, feront à moitié convaincus c'est ça. en se disant toujours hein, dans un coin de la tête, et si j'avais pas Mm, respecté l'autorité, exactement. est-ce que ça aurait pas été Ouais, mieux? exactement. Et après, c'est vrai que ça m'empêche pas de enfin, à un moment donné, faut dire aussi les choses. Ils vont pas deviner tout seuls ce qu'il y a à faire, tu vois. Des fois, je rappelle parce que après, c'est pareil. On va pas dire une fois, puis après, ils ont compris. Non, c'est quand même aussi beaucoup la répétition avec les enfants, mais avec le temps, ça marche, quoi. Ça marche. Puis après, tu as les âges aussi, hein. Ça commence à vraiment comprendre. Et là, tu dis vraiment que tu commences à réussir, c'est qu'entre à partir de 10-11 ans, là, où ils commencent à vraiment faire des trucs parce que bah, ils en ressentent le besoin, tu vois, parce que je sais pas, ça les gêne ou quoi. Par exemple, j'ai une fille qui aime pas trop le bazar, elle aime bien que ses vêtements soient pliés. Bon, ben, elle a 12 ans, hein, donc ça fait pas longtemps qu'elle plie ses affaires. Mais c'est là que je me rends compte que finalement, euh, elle a compris certaines choses, et des choses que j'ai pu montrer comme exemple, ça a cheminé, et elle en a tiré des conséquences positives, en tout cas un intérêt pour elle, et du coup, elle le reproduit, quoi. D'accord, ok. Mm, Il y a une question que je me pose, c'est que mm. tu dis qu'il faut préparer les affaires pour le lendemain quand on a des enfants. Oui, Est-ce que ça rentre pas en contradiction avec ce qu'on vient d'évoquer? un peu. Alors ça, c'est une habitude que j'ai gardée, en fait, depuis tout petit. Qu'ils étaient tout petits. Et j'avoue que c'est une habitude que j'ai gardée en fait on prépare les affaires en fait le soir pour le lendemain. Après, ils préparent leurs affaires. Enfin, j'aide bien sûr, mais bon, ils me disent j'aime pas. Ben non, je vais mettre ça, je vais mettre ci. Mais on prépare les affaires la veille pour le lendemain. Et ils savent que comme ça, eux, ils sont tranquilles le lendemain, ils prennent leurs affaires, enfin, leurs vêtements sont prêts, ils n'ont plus qu'à s'habiller. C'est aussi pour gagner un peu de temps, quoi. D'accord, Le ok. Tu matin. as fait l'expérience de les laisser ne pas Ah préparer, oui, justement. oui. Le matin, c'est encore. Et je pense que j'ai fait l'expérience trop tôt. Je pense qu'ils étaient trop jeunes et ça n'a pas vraiment fonctionné. Là, là, je retenterai l'expérience peut-être l'année prochaine pour les plus jeunes, tu vois. Parce qu'après, ça part. Après, quand tu sais que, enfin, je m'en suis rendu compte après, mais quand tu sais qu'après, ça génère des cris, des pleurs, des conflits, alors que le matin, le temps est quand même assez minuté. Bon, c'est pas le but non plus, tu vois. Le but, c'est pas non plus de se tirer une balle dans le pied en se disant bon ben tant pis ils iront en pyjama à l'école, ça déjà d'une ça n'arrive jamais, et Hmm. puis de deux ça crée du stress pour tout le monde, enfin inutile à mon avis pour tout le monde, alors que si on peut préparer le soir avec eux, c'est quand même idiot, tu vois, de pas se faciliter la vie, quoi, un peu dommage. Ouais, c'est clair, oui. Il y a un équilibre à trouver entre les Voilà, laisser 100% autonomes c'est et ça. aussi quand même Mm. s'assurer, mettre des Ouais, garde-fous sur les choses qui peuvent voilà, amener des conflits, quoi. c'est ça, exactement. Voilà. On est quand même en tant que parents, on est quand même garant de la sécurité émotionnelle des enfants. Donc après, c'est pas les mettre en difficulté en disant bon ben ça y est, maintenant tu es au collège, tu te débrouilles, ou alors enfin tu vois, c'est un peu voilà, faut veiller au grain quand même, quoi. Combien de temps tu passes à peu près dans la semaine avec eux ou dans la journée, même plus simplement? Quel Ouais. temps tu consacres à tes enfants de façon très concrète? En général, le matin c'est un peu court, mais le matin 1 heure, parce que quand ils se lèvent, je suis prête moi déjà, de toute façon. Donc je me lève pas en même temps que le matin, encore moins quand il y a école. Donc déjà quand ils se lèvent, je suis prête, donc c'est 1 heure pour eux. Après ils partent à l'école. Et le soir, quand je les récupère, on va dire, du soir où je les récupère, on va dire, allez, 17 heures, on va dire, jusqu'au coucher, quoi, 21 heures. Donc, c'est que pour eux. Comment est-ce que tu consacres ce temps-là de 17h au moment du coucher avec tes enfants? Bah, déjà, on partage l'école, ce qui s'est passé, parce que j'ai une demi-fille qui adore parler. Donc, beaucoup. Donc, du coup, elle a besoin d'extérioriser ce qui s'est passé à l'école, parler des copains, machin. Après, il y a le goûter, donc on parle, tu vois, pendant ce goûter, tout ça. Euh, voilà. Après, bon, en général, on n'a pas trop de devoirs, nous, encore du jour au lendemain. Donc, le soir, il y a un peu de devoirs, si, pour la plus grande, mais moins pour les deux autres. Euh, et puis, après, des fois, on joue. Des fois, on joue le soir. Après, je prépare le repas aussi, hein. Il y a toujours quand même pas mal d'intendances encore. Mais ça m'arrive d'avoir du temps pour eux, pour jouer une petite demi-heure à peu près.
avec eux. En gros, il y a 1 heure de préparation vraiment logistique, tout ce qui est repas, tu vois, préparation du sac, des affaires et tout ça pour le lendemain. Et après, je dirais le reste, c'est de l'échange et puis des jeux. À peu Ok. près. Est-ce que tu conseillerais cette routine-là à d'autres entrepreneurs, d'autres mamans par exemple, ou est-ce que tu verrais les choses différemment? Alors, je vais pas conseiller la mienne parce que je pense qu'elle a elle peut être améliorée et puis elle est pas forcément, enfin comme tu l'as remarqué, elle est pas forcément hyper militaire en fait. Mon organisation, elle est aussi en fonction des besoins de chacun. S'il y en a un qui a passé une mauvaise journée, je passerai plus de temps avec lui à discuter, à le rassurer, à éventuellement trouver des solutions, tu vois, avec lui. Donc, en fait, je fais très au fur et à mesure des besoins de chacun. Donc, à part mes indispensables de le repas, la préparation, les douches. Alors, après, parfois, on a des sports aussi, ils font du sport. Donc, parfois, il y a le sport à gérer le soir aussi, les allers-retours et tout ça. Mais après, j'ai pas, voilà, à part les indispensables de la logistique pour manger, se laver et puis dormir, j'ai pas d'ordre militaire exact. Donc après, il y en a que ça peut perturber, d'autres parents que ça peut perturber. Ils aiment bien manger à telle heure. Alors, on mange pas tard nous aussi, mais bon, nous, on mange vers 19h. Mais bon, voilà, il y en a que ça peut perturber de pas avoir un créneau absolument, tu vois, 1/2 heure pour faire ci, 1/2 heure pour faire ça. Voilà. Conseiller, je sais pas si je la conseillerais parce que, en fait, elle va de pair avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, avec ce que je pense dans le fait qu'il faut laisser les enfants vivre aussi ce qu'ils ont à vivre, extérioriser ce qu'ils ont extériorisé, tu vois, après l'école notamment. Et du coup, ça va de pair, quoi. Voilà. Donc après, si les gens n'ont pas la même vision que moi, ça n'ira pas avec mon organisation. D'accord, ok. Tu disais que tu passais à peu près 1 heure Mm. tout ce qui est logistique et dedans, tu inclus justement la cuisine. Ouais, Est-ce que tu as une 1 heure et demie, répartition? ouais. 1 heure, 1 heure et demie, ouais. Ouais, 1 heure, 1 heure et demie. Bon, c'est déjà 2 fois plus rapide que moi, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis pas encore très rodé. Est-ce que tu as une répartition aujourd'hui avec tes enfants au niveau de la cuisine ou est-ce que c'est 100% toi qui, tous les jours, t'occupes de cette tâche-là? Non, oh, la cuisine, c'est moi. Alors, j'ai mon fils qui peut venir m'aider de temps en temps parce qu'il aime ça. Mais après, j'ai 2 autres filles qui sont pas intéressées par ça. Tu vois, il y a pas du tout, voilà, les filles sont pas du tout intéressées par la cuisine et ça me va bien en fait. Il n'y a pas de répartition par rapport à une certaine obligation. En fait, je répartis les tâches. Donc, mon fils aime bien la cuisine, donc de temps en temps, il m'aide. Mon autre fille, elle aura plus tendance à être un peu dans le rangement, tout ça. Donc, pourquoi pas mettre le couvert ou débarrasser, tu vois. En fait, je répartis en fonction de ce qu'ils préfèrent. Voilà. D'accord. Voilà. Tu prends les attributs de chacun, Ouais. leurs affinités, et tu essaies Ouais. de caler une tâche qui leur Ouais. correspond bien Oui. pour éviter la frustration et un roulement un peu militaire qui finalement Exactement. Exactement. n'est pas le plus agréable pour tout le monde, quoi. C'est ça. Oui, puis en plus, comme nous, tu sais, des fois, on est motivé à faire ça et pas d'autres. Bon, après, nous, on est adultes, c'est différent, mais eux, émotionnellement, des fois, bah, aussi, eux aussi n'ont pas envie. Donc, ben, si on veut continuer à les impliquer, ben, il faut savoir surfer, tu vois, sur. Et encore une fois, c'est tout ça, c'est pour éviter les disputes et les conflits, hein, Oui, tu vois. bien C'est sûr. plutôt contourner le problème, quoi. Ouais, c'est clair. Et vous avez un outil, un format ou quelque chose pour justement répartir les tâches ménagères ou c'est 100% sur la base de la confiance, on sait que telle personne doit faire ça? C'est sur la confiance. Alors après, j'ai un agenda, on a quand même un agenda, enfin, tu sais, un calendrier, là, où ça leur permet de se situer aussi, eux. Ils ont besoin, mais ça ne sert pas aux tâches ménagères. Ça sert pour savoir, par exemple, s'ils vont chez leur père ou pour savoir s'il y a des rendez-vous, s'il y a du sport, s'il y a des compétitions, tout ça. Voilà, majoritairement, c'est ça. D'accord, ok. C'est un Mm. agenda papier? Oui, oui, parce que c'est accroché dans la cuisine pour qu'ils aient accès. Ok. Oui, Mm. après, peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu tôt pour Ouais, l'agenda numérique. Nous, par exemple, c'est ce qu'on utilise avec ma famille. Après, on a ok, tous plus de 16 ans. Donc, ma ouais, plus petite sœur a 16 ans, donc ok, forcément, c'est plus pratique pour nous. ouais, Forcément, à adapter pour les plus petits avec oui, un c'est ça. format Oui. papier. Mais ce Mm. qui m'étonne, et là, pour le coup, il y a un gros sujet entre nous deux. Ouais, Ok, pour les enfants, utiliser le papier, j'ai rien à dire. Par contre,
j'ai vu Ouais, sur les réseaux sociaux, ouais, tu partageais le fait ouais, que tu utilises un agenda papier ouais, aujourd'hui pour aussi ouais, ton business. ouais. Pourquoi ne pas avoir 100% digital? Parce qu'en fait, tout simplement parce que j'adore le papier. C'est vraiment un plaisir, vraiment. Au-delà de l'agenda, j'écris énormément. J'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai besoin de ce papier-là pour libérer en fait ce que j'ai à faire. Bah oui, hein, on est entrepreneur, donc libérer ma créativité, tu vois. Donc quand j'ai quelque chose de bloqué, j'ai besoin d'écrire. Quand ma tête est embrouillée, tu vois, même quand j'ai plein de choses à faire, même des choses à faire, des rendez-vous, il faut que j'écrive. Ça me libère. Ce que j'ai moins avec l'agenda électronique, avec le digital. Le digital, je vais l'utiliser, mais plus pour euh, que ce soit pour mon business, par exemple, ou je l'utilise pas du tout pour la maison, étonnamment, tu vois, c'est rigolo. Mais parce que mes enfants aussi n'ont pas accès au digital, donc du coup, c'est certainement pour ça. Mais j'utilise plus le digital, une application comme Notion, tu vois, ce genre de choses pour les grands traits, pour tout ce qui est objectif à long terme, à moyen terme, à court terme, pour poser en fait les, euh, les grands axes de mon entreprise, tu vois, là où je vais aller, tout ça. Et ça suffit. Après, dans la micro-organisation, ce que j'appelle ça, c'est l'organisation quotidienne. Pour moi, je me trouve plus efficace sur du papier. Ok. Voilà. Alors moi, pour le coup, j'utilise absolument pas le papier. Ouais, Justement, j'aimerais pouvoir aider les entrepreneurs qui aiment le papier à mieux ouais, s'en servir, ouais, à l'utiliser de façon organisée. ouais, Tu conseilles justement, toi qui as dû expérimenter depuis des ouais. années le Mm, format papier, mm. quels outils précisément tu as à ta disposition papier? J'ai un agenda classique, comme ça, donc qui est très, très brouillon. Bon, enfin, bon, voilà, tu vois, quoi. On voit pas bien ce qu'il y a le fil, mais bon, un agenda où c'est vraiment structuré, tu vois, un calendrier, tout ça. Et après, j'ai plusieurs cahiers comme ça. J'en ai un, D'accord? j'en ai deux, tu vois. Où là, par contre, c'est purement business. Et, et en général, ça va dépendre, mais j'ai un cahier qui me sert à structurer plus, par exemple, tu vois, quelque chose de plus productif. On va dire, on va l'appeler cahier de productivité, on va dire, qui est vraiment dans l'opérationnel. Donc, tu vois ce que je dois faire, voilà. Et j'ai un autre cahier qui est plus de l'ordre de la réflexion. Après, ceux qui connaîtront l'activité de journaling, tu vois, c'est d'écrire J'ai en fait pensé à ça. voilà, d'écrire des pensées et des prises de conscience aussi, tu vois. Mais c'est quand même, ça va servir à mon business, mais ça me sert aussi dans ma vie perso. Donc si je résume, tu utilises un agenda pour Mm, planifier les tâches du quotidien, de la mm, semaine. mm, Tu utilises un carnet de productivité dans lequel tu mm. notes tes priorités, peut-être aussi les objectifs que tu veux atteindre prochainement, Oui, etc. à plus court terme, effectivement, oui. Mm, Et enfin, un autre cahier, mm, qui est plutôt pour le journaling, pour mm. vider l'esprit C'est et ça, poser sur papier tout ce qui traverse ton esprit rapide d'entrepreneur. exactement. Je me demande, puisque Mm, quand même le frein principal du papier, mm, au-delà du fait que ça pèse lourd, mm, que tu risques de l'oublier, etc., c'est quand mm. même comment est-ce que tu retrouves les informations que tu notes dedans par rapport à du digital où là, il suffit de faire une recherche, tu vois. Ben, en fait, c'est là que le digital intervient parce que quand j'ai débroussaillé justement ce que j'avais dans, tu vois, voilà, depuis 3 jours, je suis sur le papier parce que justement, j'ai besoin de clarifier certaines choses. Mais je sais qu'une fois que ça sera fait, je vais le remettre c'est là que le digital intervient et je repars sur mon Notion parce que du coup, j'ai besoin en fait après sur mon Notion, en fait, ça fige en fait, ça concrétise en fait ma pensée, tu vois. En gros, c'est ça, ça concrétise ma pensée et ça, c'est là où je dois aller, quoi. En fait, ce que je mets dans mon Notion, c'est voilà, c'est la direction que je prends. En gros. Donc, à un moment donné, dans mon cahier de productivité, il y a des choses que je réutilise pas, tu vois. C'est du brouillon, tout ça. Je dis, ben non, ça c'est nul, je vais pas le réutiliser, par exemple, et tout ça. Quand j'arrive justement quand j'estime avoir terminé ma clarification, on va dire, de ce que j'avais besoin, et ben là que je suis satisfaite, et ben du coup, je passe sur Notion justement pour, pour le fixer en fait dans le temps, quoi. Voilà. Ok, donc si je comprends bien, c'est vraiment la phase de réflexion, de pensée, Oui, de oui, structuration qu'il faut faire sans distraction. Justement, on en parlait tout à l'heure. ouais. Et c'est là que le papier, quand même, a son énorme Mm, avantage par rapport
aux outils numériques, c'est que là, vraiment, Mm. tu peux te poser et faire de l'introspection Mm. sans être gêné. Mm. En plus, le papier, j'ai lu 2, 3 études qui parlaient du fait que ça active une certaine partie du cerveau côté gauche qui n'est pas Ok, activée en général quand on travaille en tapant ou en ouais, dictant, etc. Parce que ouais. l'écriture, c'est quand même un mouvement particulier. Et Mm. c'est très intéressant d'activer cette zone Mm. très créative en plus en parallèle de ça. Mm. Donc pour toi, c'est important de structurer sur le papier pour Mm. ensuite le rendre concret et opérationnel et figé dans le temps, surtout comme une base de données Ouais, dans ton Notion qui devient ouais, la librairie, la bibliothèque, c'est ça. le répertoire finalement où tu notes un peu Oui, tout ce qu'il faut retenir. C'est un peu le c'est ça. résumé, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ma direction, quoi, en fait. Après, et c'est vrai qu'après, après, effectivement, j'ai pas besoin de chercher, tu vois, ce que j'avais noté là. Quand je sais que c'est ce que je tiens, c'est ce que je dois développer, je le note sur Notion. Je m'arrête là, quoi. Et tu fais Mm. des revues sur Notion. Quand est-ce que tu t'y replonges par rapport à ton papier? Notion, je l'allume tous les jours, hein. Ça me permet si j'ai rien oublié, justement, de me recentrer ou quoi. Après, Notion, j'utilise aussi pour mon calendrier éditorial sur Instagram et tout. Ça, c'est hyper pratique, c'est indispensable. Donc, j'y suis tous les jours, à peu près. Ça Ok. dépend des périodes. Ouais. Et le papier aussi? Ouais. Mais tu vois, ça dépend des périodes aussi, c'est pareil, parce que si je suis dans une période un peu, tu vois, de brouillard, de confus et tout ça, naturellement, je vais sur le papier. Naturellement, voilà, je suis plus productive, je réfléchis mieux, tout ça. C'est plus naturel pour moi. Et après, quand je suis focus et que je sais où je vais, où j'ai ma direction, je repasse sur Notion parce que j'ai mes posts. Puis là, du coup, tu vois, je crée en avance mes posts, par exemple. Du coup, je fais mes légendes avant, donc tu vois, je les enregistre dedans. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Donc, si tu devais conseiller à un entrepreneur qui Mm. aujourd'hui hésite entre Mm. le papier, le digital, les deux, Mm. est-ce que tu lui conseillerais de mettre en place comme routine pour s'en servir efficacement? Je pense qu'il faut qu'il essaye les deux sur une période, enfin, tu vois, que papier, que digital, mais sur une période suffisamment longue, qui soit assez significative pour lui, au moins sur une semaine, pour voir si ça convient ou pas, en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles, pour voir si ça convient. Il faut vraiment trouver ce qui nous convient, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des agendas type bullet journal qu'on peut acheter sur Internet, les templates un peu tout faits au format papier qui Ouais, te mâchent le travail de ouais. fixer tes tâches, mettre tes listes, etc., etc. Pourquoi tu n'utilises pas ce genre d'outil aujourd'hui? J'ai déjà utilisé, je crois, et en fait, il n'y a jamais tout ce que je veux. Ça va jamais. Ou alors, tu vois, il y a toujours un truc qui va pas, ou j'en ai pas besoin. Il y a des choses auxquelles j'ai pas besoin, mais par contre, ils mettent pas des choses que j'ai besoin de mettre. Donc, moi, le bullet journal, j'adore parce que j'en fais de temps en temps quand j'en ai marre, tu vois, des agendas tout imprimés, tu vois, comme ça, je repasse d'une année sur l'autre. Parfois, ça m'arrive de refaire, tu vois. Mais uniquement pour le calendrier. Après, pour tout ce qui est to-do list et tout ça, finalement, sur papier libre, quoi. J'ai créé moi-même. Pour finir, est-ce que tu pourrais me donner ton top 3 des meilleures Ouais. astuces d'organisation? Je te laisse le temps de réfléchir si tu veux. Ok. La règle des 2 minutes, tu dois la connaître, je pense. Oui, Voilà. adapté sous plein de formats, 2, 3 minutes, 10 Ouais. minutes, 5 minutes, tout Oui, existe. c'est ça. Je dis la règle des 2 minutes, mais effectivement, ça va dépendre. Mais j'aime bien celle-là parce que souvent, et ça me permet de garder, tu vois, malgré avec 3 enfants, j'arrive à garder un intérieur assez rangé. Voilà, quand je sais qu'il y a un truc que je peux ranger, par exemple, ou que je peux faire en 2 minutes, je le fais en fait, parce que c'est quelque chose qui va s'accumuler derrière. Et ça s'accumule, ça s'accumule. Et au final, j'ai ce truc à faire de 2 minutes. Du coup, 200 minutes, non, du coup, c'est trop. Tu vois, je m'y mets pas. C'est comme quand tu as un trop gros objectif et puis finalement, vaut mieux le découper, quoi. Donc, ça, la première. La deuxième, c'est que tout est rangé à sa place. C'est-à-dire que j'ai jamais plusieurs endroits pour une nature d'objet, par exemple. Chaque nature d'objet est à la même place. Je vais jamais avoir 2 endroits pour les livres. Je vais jamais avoir 2 endroits pour les chaussures. Voilà, ça permet de garder un intérieur rangé quand même. Et la troisième astuce d'organisation, pour moi, c'est écrire ses tâches en fait. En début de journée, ce que je ne faisais pas il n'y a pas si longtemps que ça, j'écris ce que j'ai à faire. Ce que je pouvais faire par exemple sur la semaine,
par exemple, et puis tu vois, je revoyais pas ma to-do list de la semaine, mais par contre, cette fois-ci, je le fais jour en jour, enfin, tous les jours, le matin. D'accord, donc toi, tu notes tes tâches le Mm, matin mm, et ensuite mm, prendras le temps que ça prendra pour les mm, réaliser dans la journée. Tu fais mm. pas un certain découpage par créneau de ta journée en fonction des tâches que tu as listées au début de ta Bah, journée. si. Après, les tâches que j'ai listées, si, parce que je sais combien de temps ça va me prendre. Moi, globalement, je sais le temps que ça va me prendre. Donc, et puis, je les cale aussi en fonction des rendez-vous. Pareil, je les adapte. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de rendez-vous sur une journée, je vais mettre moins de priorités, tu vois, à faire, moins de tâches à faire, forcément. Donc, si je dois résumer les 3 astuces d'organisation, c'est la règle des 2 minutes, Mm, réaliser une tâche très mm, rapide, mm. instantanément, comme ça on est sûr que ça ne s'accumule pas. Exact. Remettre toutes les choses à leur place en définissant une place pour chaque chose Mm, et lister toutes les tâches de ta journée chaque jour pour mm. savoir comment est-ce que tu avances et être Ouais, certain de les réaliser sans retard. exactement. Et à l'inverse, ce serait quoi les Ouais. 3 pires astuces d'organisation que tu pourrais donner? La première, c'est de ne pas anticiper les choses, de tout gérer un peu à l'arrache. Il y en a qui font ça, tu sais, qui prévoient rien, qui gèrent tout au dernier moment, qu'on peut anticiper. Bon, après, c'est peut-être le fait d'avoir des enfants, mais par exemple, si je sais des choses à faire pour le travail, j'en sais rien, et que j'ai pas mal de choses, j'ai peu de temps, par exemple, pour repasser chez moi, ben, je vais tout préparer la veille, par exemple. Ça, c'est anticiper justement pour pas être en galère et pour rien oublier. Après, ce que je conseille pas de faire, euh, si, de ne pas plier son linge. C'est qu'au fur et à mesure, quand on fait une machine à laver, on est d'accord, le linge il se sèche et tout ça. Et moi, moi, je fais des grosses machines à laver, rapprochées du coup régulièrement. Et donc, je peux avoir tendance à ne pas plier mon linge pour remettre dans les armoires souvent, enfin aussitôt. Du coup, les machines de propre s'accumulent. Donc, c'est un peu comme la règle des 2 minutes finalement, mais avec le linge. C'est ce qui m'est arrivé aussi récemment pour la cuisine et notamment la vaisselle. Ah oui, Et, tu vois. la terrible mauvaise idée de vouloir batcher la vaisselle. Ouais, Alors le batching, c'est incroyable dans 99% des tâches, ouais, mais pour cette tâche-là particulièrement, et le linge, je pense que c'est ça que tu essayes de m'expliquer, et merci de me le dire. Je comptais batcher mon linge prochainement pour essayer, mais finalement, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est vraiment le genre de tâche que si tu fais pas au fur et à mesure, Mhm. déjà, tu as une Ah ouais, démotivation totale de le faire quand tu vois ah, tes c'est 2 clair. bacs d'évier qui sont remplis de vaisselle, ou Ouais, ton bac à linge qui est rempli à ras-bord de linge mhm. alors qu'on aurait pu le faire en plusieurs petites fois. Tout à fait. Et en plus, au final, tu perds plus de temps parce que l'espace fait, Mhm. bon, moi en tout cas c'était mon cas, c'est que Mhm. l'espace fait que tu vas te gêner dans tes mouvements si Ouais. tu veux faire trop de volume d'un coup. Ah bah oui, ah bah c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Après, tu vas être encombré. Et en fait, j'exagère quand je vais dire ça, mais la souffrance, la difficulté, la douleur que ça t'a demandé pour la faire à ce moment-là, par exemple, de surmonter finalement ce gros tas de vaisselle ou ce gros tas de linge, tu vois, et ben, va être ancré en toi pour la prochaine fois. Et en fait, la prochaine fois, ça va être encore plus dur de s'y mettre parce que tu vas avoir gardé en tête, tu vois, la douleur, entre guillemets, de la dernière fois. Donc, c'est un peu habituer son cerveau, tu vois, à se dire, ben non, mais c'est pas si dramatique, en fait, tu vois, le fait de faire en plusieurs petites fois, finalement. Tout à fait, ouais, je Voilà. comprends. Voilà. Et ce serait quoi du coup la pire astuce d'organisation? Alors là, la pire, ne pas faire sa vaisselle le soir et laisser l'évier déborder. Le matin, je ne peux pas voir ça, c'est horrible. Donc, c'est vraiment faire le soir même, tu vois, et me coucher avec un évier propre. Je ne peux pas laisser un évier sale, c'est pas possible. Et qu'est-ce que ça provoque, je vais dire, mentalement, si tu pars te coucher en ayant une tâche non réalisée qui aurait pu être faite assez rapidement avant de dormir? La sensation de laisser sale, en désordre, et du coup, un peu de la frustration, de me dire, bah non, bah, finalement, je vais me coucher, c'est le bazar. C'est dommage. Ok, donc tu conseillerais à toute personne qui veut s'organiser efficacement, si je devais Mm. prendre le conseil à l'envers, ce serait de Ouais, vraiment terminer toutes les tâches qui encombrent notre esprit avant d'aller se coucher. oui, Valable autant pour les tâches ménagères d'ailleurs que oui, pour celles qui sont un peu opérationnelles business. tout à On a vu fait. ça aussi récemment. Parce que sinon, en fait, tu te couches en ayant la Mm. boucle ouverte qui tourne en arrière-plan C'est ça. dans ton cerveau. Et après, impossible d'avoir une bonne Mm. qualité de sommeil Mm. et de se sentir bien. Mm. C'est tout à fait ça. Donc, si je récapitule ces 3 pires astuces d'organisation, Mm. c'est le fait de ne pas anticiper ses tâches, Mm. le fait de ne pas plier son linge
au fur Ouais, et à mesure. c'est Et le ça. fait de partir se coucher en n'ayant pas réalisé toutes les petites tâches opérationnelles que tu aurais pu Ouais, faire rapidement, comme le fait de faire sa vaisselle, par exemple. c'est ça. D'avoir une maison qui permet d'avoir une maison rangée à peu près, tu vois, quand on part se coucher, quoi. Ok, ça Voilà. marche. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Écoute, non, on a bien parlé, hein. On a Oui, parlé de c'est pas clair. mal de choses, c'était cool. C'est super intéressant. Ouais, Merci en ouais, tout cas avec plaisir. d'avoir pris du temps.